Le comte de Monte Cristo, tome 3, partie 30 du livre audio, chapitre 69. Les informations. Monsieur de Villefort tint parole à madame Danglars, et surtout à lui-même, en cherchant à savoir de quelle façon monsieur le comte de Monte Cristo avait pu apprendre l'histoire de la maison d'Auteuil. Il écrivit le même jour à un certain monsieur de Beauville, qui, après avoir été autrefois inspecteur des prisons, avait été attaché, dans un grade supérieur, à la police de sûreté pour avoir les renseignements qu'il désirait, et celui-ci demanda 2 jours pour savoir au juste près de qui l'on pourrait se renseigner. Les 2 jours expirés, monsieur de Villefort reçut la note suivante. La personne que l'on appelle monsieur le comte de Monte Cristo est connue particulièrement de lord Wilmore, riche étranger, que l'on voit quelquefois à Paris et qui s'y trouve en ce moment. Il est connu également de l'abbé Busoni, prêtre sicilien d'une grande réputation en Orient, où il a fait beaucoup de bonnes œuvres. Monsieur de Villefort répondit par un ordre de prendre sur ces 2 étrangers les informations les plus promptes et les plus précises. Le lendemain soir, ces ordres étaient exécutés, et voici les renseignements qu'il recevait. L'abbé, qui n'était que pour 1 mois à Paris, habitait, derrière Saint-Sulpice, une petite maison composée d'un seul étage au-dessus d'un rez-de-chaussée. 4 pièces, 2 pièces en haut et 2 pièces en bas, formaient tout le logement, dont il était l'unique locataire. Les 2 pièces d'en bas se composaient d'une salle à manger avec table, de chaises et buffet en noyer, et d'un salon boisé peint en blanc, sans ornement, sans tapis et sans pendule. On voyait que, pour lui-même, l'abbé se bornait aux objets de stricte nécessité. Il est vrai que l'abbé habitait de préférence le salon du premier. Ce salon, tout meublé de livres de théologie et de parchemins, au milieu desquels on le voyait s'ensevelir, disait son valet de chambre, pendant des mois entiers, était en réalité moins un salon qu'une bibliothèque. Ce valet regardait les visiteurs au travers d'une sorte de guichet, et lorsque leur figure lui était inconnue, ou ne lui plaisait pas, il répondait que monsieur l'abbé n'était point à Paris, ce dont beaucoup se contentaient. Sachant que l'abbé voyageait souvent et restait quelquefois fort longtemps en voyage. Au reste, qu'il fût au logis ou qu'il n'y fût pas, qu'il se trouvât à Paris ou au Caire, l'abbé donnait toujours, et le guichet servait de tour aux aumônes que le valet distribuait incessamment au nom de son maître. L'autre chambre, située près de la bibliothèque, était une chambre à coucher. Un lit sans rideaux, 4 fauteuils et un canapé de velours d'Utrecht jaune formaient avec un prie-dieu tout son ameublement. Quant à lord Wilmore, il demeurait rue Fontaine-Saint-Georges. C'était un de ces Anglais touristes qui mangent toute leur fortune en voyage. Il louait en garni l'appartement qu'il habitait, dans lequel il venait passer seulement 2 ou 3 heures par jour et où il ne couchait que rarement. Une de ses manies était de ne vouloir pas absolument parler la langue française, qu'il écrivait cependant, assurait-on, avec une assez grande pureté. Le lendemain du jour où ces précieux renseignements étaient parvenus à monsieur le procureur du roi, un homme, qui descendait de voiture au coin de la rue Férou, vint frapper à une porte peinte en vert olive et demanda l'abbé Busoni. « Monsieur l'abbé est sorti dès le matin, » répondit le valet. « Je pourrais ne pas me contenter de cette réponse, » dit le visiteur, « car je viens de la part d'une personne pour laquelle on est toujours chez soi. Mais veuillez remettre à l'abbé Busoni. »« Je vous ai déjà dit qu'il n'y était pas, » répéta le valet. « Alors, quand il sera rentré, remettez-lui cette carte et ce papier cacheté. Ce soir, à 8 heures, monsieur l'abbé sera-t-il chez lui ? » ?»« Oh, sans faute, monsieur, à moins que monsieur l'abbé ne travaille, et alors c'est comme s'il était sorti. » « Je reviendrai donc ce soir à l'heure convenue, » reprit le visiteur. Et il se retira. En effet, à l'heure indiquée, le même homme revint dans la même voiture,
qui, cette fois, au lieu de s'arrêter au coin de la rue Férou, s'arrêta devant la porte verte. Il frappa, on lui ouvrit, et il entra. Au signe de respect dont le valet fut prodigue envers lui, il comprit que sa lettre avait fait l'effet désiré. « Monsieur l'abbé est chez lui ?» demanda-t-il. « Oui, il travaille dans sa bibliothèque, mais il attend monsieur, » répondit le serviteur. L'étranger monta un escalier assez rude, et devant une table dont la superficie était inondée de la lumière que concentrait un vaste abat-jour, tandis que le reste de l'appartement était dans l'ombre, il aperçut l'abbé, en habit ecclésiastique, la tête couverte de ces coqueluchons sous lesquels s'ensevelissait le crâne des savants en us du Moyen-Âge. « C'est à monsieur Busoni que j'ai l'honneur de parler ?» demanda le visiteur. « Oui, monsieur, » répondit l'abbé. « Et vous êtes la personne que monsieur de Beauville, ancien intendant des prisons, m'envoie de la part de monsieur le préfet de police ?»« Justement, monsieur. »« Un des agents préposés à la sûreté de Paris ?»« Oui, monsieur, » répondit l'étranger, avec une espèce d'hésitation, et surtout un peu de rougeur. L'abbé rajusta les grandes lunettes qui lui couvraient non seulement les yeux, mais encore les tempes, et, se rasseyant, fit signe au visiteur de s'asseoir à son tour. « Je vous écoute, monsieur, » dit l'abbé avec un accent italien des plus prononcés. « La mission dont je me suis chargé, monsieur, » reprit le visiteur en pesant chacune de ses paroles comme si elles avaient peine à sortir, « est une mission de confiance pour celui qui la remplit et pour celui près duquel on la remplit. » L'abbé s'inclina. « Oui, » reprit l'étranger, « votre probité, monsieur l'abbé, est si connue de monsieur le préfet de police qu'il veut savoir de vous, comme magistrat, une chose qui intéresse cette sûreté publique au nom de laquelle je vous suis député. Nous espérons donc, monsieur l'abbé, qu'il n'y aura ni lien d'amitié ni considération humaine qui puisse vous engager à déguiser la vérité à la justice. Pourvu, monsieur, que les choses qu'il vous importe de savoir ne touchent en rien aux scrupules de ma conscience. Je suis prêtre, monsieur, et les secrets de la confession, par exemple, doivent rester entre moi et la justice de Dieu, et non entre moi et la justice humaine. »« Oh, soyez tranquille, monsieur l'abbé, » dit l'étranger. « Dans tous les cas, nous mettrons votre conscience à couvert. » À ces mots, l'abbé, en pesant de son côté sur l'abat-jour, leva ce même abat-jour du côté opposé, de sorte que, tout en éclairant en plein le visage de l'étranger, le sien restait toujours dans l'ombre. « Pardon, monsieur l'abbé, » dit l'envoyé de monsieur le préfet de police, « mais cette lumière me fatigue horriblement la vue. » L'abbé baissa le carton vert. « Maintenant, monsieur, je vous écoute. Parlez. » « J'arrive au fait. Vous connaissez monsieur le comte de Monte Cristo. Vous voulez parler de monsieur Zaccone, je présume. »« Zaccone ? Ne s'appelle-t-il donc pas Monte Cristo ? Monte Cristo est un nom de terre, ou plutôt un nom de rocher, et non pas un nom de famille. Eh bien, soit, ne discutons pas sur les mots, et puisque monsieur de Monte Cristo et monsieur Zaccone, c'est le même homme, absolument le même. Parlons de monsieur Zaccone. Soit. Je vous demandais si vous le connaissiez. Beaucoup. Qu'est-il ? C'est le fils d'un riche armateur de Malte. Oui, je le sais bien, c'est ce qu'on dit. Mais, comme vous le comprenez, la police ne peut pas se contenter d'un non-dit. Cependant, reprit l'abbé avec un sourire tout affable, quand cet on-dit est la vérité, il faut bien que tout le monde s'en contente, et que la police fasse comme tout le monde. Mais vous êtes sûr de ce que vous dites ? Comment, si j'en suis sûr ? Remarquez, monsieur, que je ne suspecte en aucune façon votre bonne foi. Je vous dis, êtes-vous sûr ? Écoutez, j'ai connu monsieur Zaccone le père. Ah, ah. Oui, et tout enfant, j'ai joué 10 fois avec son fils dans leur chantier de construction. Mais cependant, ce titre de comte. Vous savez, cela s'achète. En Italie ? Partout.
Mais ces richesses qui sont immenses à ce qu'on dit toujours. Oh, quant à cela, répondit l'abbé, immense, c'est le mot. Combien croyez-vous qu'il possède, vous qui le connaissez? Oh, il a bien 150 à 200 000 livres de rente. Ah, voilà qui est raisonnable, dit le visiteur. Mais on parle de 3, de 4 millions. 200 000 livres de rente, monsieur, font juste 4 millions de capital. Mais on parlait de 3 à 4 millions de rente. Oh, cela n'est pas croyable. Et vous connaissez son île de Monte Cristo? Certainement. Tout homme qui est venu de Palerme, de Naples ou de Rome en France, par mer, la connaît, puisqu'il est passé à côté d'elle et l'a vue en passant. C'est un séjour enchanteur, à ce que l'on assure. C'est un rocher. Et pourquoi donc le comte a-t-il acheté un rocher? Justement pour être comte. En Italie, pour être comte, on a encore besoin d'un comté. Vous avez sans doute entendu parler des aventures de jeunesse de monsieur Zaccone. Le père? Non, le fils. Ah, voici où commencent mes incertitudes, car voici où j'ai perdu mon jeune camarade de vue. Il a fait la guerre? Je crois qu'il a servi. Dans quelle arme? Dans la marine. Voyons, vous n'êtes pas son confesseur? Non, monsieur, je le crois luthérien. Comment, luthérien? Je dis que je crois. Je n'affirme pas. D'ailleurs, je croyais la liberté des cultes établie en France. Sans doute. Aussi n'est-ce point de ces croyances que nous nous occupons en ce moment, c'est de ses actions. Au nom de monsieur le préfet de police, je vous somme de dire ce que vous savez. Il passe pour un homme fort charitable. Notre Saint-Père le Pape l'a fait chevalier du Christ, faveur qu'il n'accorde guère qu'aux princes, pour les services éminents qu'il a rendus aux chrétiens d'Orient. Il a 5 ou 6 grands cordons conquis par des services rendus ainsi aux princes ou aux États. Et il les porte? Non, mais il en est fier. Il dit qu'il aime mieux les récompenses accordées aux bienfaiteurs de l'humanité que celles accordées aux destructeurs des hommes. C'est donc un Quaker que cet homme-là. Justement, c'est un Quaker, moins le grand chapeau et l'habit marron, bien entendu. Lui connaît-on des amis? Oui, car il a pour amis tous ceux qui le connaissent. Mais enfin, il a bien quelque ennemi. Un seul. Comment le nommez-vous? Lord Wilmore. Où est-il? À Paris, dans ce moment même. Et il peut me donner des renseignements? Précieux. Il était dans l'Inde en même temps que moi. Savez-vous où il demeure? Quelque part dans la chaussée d'Antin, mais j'ignore la rue et le numéro. Vous êtes mal avec cet Anglais? J'aime Zaccone, et lui le déteste. Nous sommes en froid à cause de cela. Monsieur l'abbé, pensez-vous que le comte de Monte Cristo soit jamais venu en France avant le voyage qu'il vient de faire à Paris? Ah, pour cela, je puis vous répondre pertinemment. Non, monsieur, il n'y est jamais venu, puisqu'il s'est adressé à moi il y a 6 mois pour avoir les renseignements qu'il désirait. De mon côté, comme j'ignorais à quelle époque je serais moi-même de retour à Paris, je lui ai adressé monsieur Cavalcanti. Andrea? Non, Bartholoméo, le père. Très bien, monsieur, je n'ai plus à vous demander qu'une chose, et je vous somme, au nom de l'honneur, de l'humanité et de la religion, de me répondre sans détour. Dites, monsieur. Savez-vous dans quel but monsieur le comte de Monte Cristo a acheté une maison à Auteuil? Certainement, car il me l'a dit. Dans quel but, monsieur? Dans celui d'en faire un hospice d'aliénés, dans le style de celui fondé par le baron de Pisani à Palerme. Connaissez-vous cet hospice? De réputation, oui, monsieur. C'est une institution magnifique. Et là-dessus, l'abbé salua l'étranger en homme qui désire faire comprendre qu'il ne serait pas fâché de se remettre au travail interrompu. Le visiteur, soit qu'il comprît le désir de l'abbé, soit qu'il fût au bout de ses questions, se leva à son tour. L'abbé le reconduisit jusqu'à la porte. « Vous faites de riches aumônes, dit le visiteur, et quoi qu'on vous dise riche, j'oserais vous offrir quelque chose pour vos pauvres. De votre côté, daignerez-vous accepter mon offrande?
Merci, monsieur. Il n'y a qu'une seule chose dont je sois jaloux au monde, c'est que le bien que je fais vienne de moi. Mais cependant, c'est une résolution invariable. Mais cherchez, monsieur, et vous trouverez. Hélas, sur le chemin de chaque homme riche, il y a bien des misères à coudoyer. » L'abbé salua une dernière fois en ouvrant la porte. L'étranger salua à son tour et sortit. La voiture le conduisit droit chez M. de Villefort. 1 heure après, la voiture sortit de nouveau et cette fois se dirigea vers la rue Fontaine-Saint-Georges. Au numéro 5, elle s'arrêta. C'était là que demeurait Lord Wilmore. L'étranger avait écrit à Lord Wilmore pour lui demander un rendez-vous que celui-ci avait fixé à 10 heures. Aussi, comme l'envoyé de monsieur le préfet de police arriva à 10h moins 10 minutes, lui fut-il répondu que Lord Wilmore, qui était l'exactitude et la ponctualité en personne, n'était pas encore rentré, mais qu'il rentrerait pour sûr à 10 heures sonnantes. Le visiteur attendit dans le salon. Ce salon n'avait rien de remarquable et était comme tous les salons d'hôtel garnis. Une cheminée avec 2 vases de Sèvres modernes, une pendule avec un amour tendant son arc, une glace en 2 morceaux. De chaque côté de cette glace, une gravure représentant l'une Homère portant son guide, l'autre Bélisaire demandant l'aumône, un papier gris sur gris, un meuble en drap rouge imprimé de noir. Tel était le salon de Lord Wilmore. Il était éclairé par des globes de verre dépolis qui ne répandaient qu'une faible lumière, laquelle semblait ménagée exprès pour les yeux fatigués de l'envoyé de monsieur le préfet de police. Au bout de 10 minutes d'attente, la pendule sonna 10 heures. Au 5e coup, la porte s'ouvrit et Lord Wilmore parut. Lord Wilmore était un homme plutôt grand que petit, avec des favoris rares et roux, le teint blanc et les cheveux blonds grisonnants. Il était vêtu avec toute l'excentricité anglaise, c'est-à-dire qu'il portait un habit bleu à boutons d'or et hauts collets piqués, comme on les portait en 1811, un gilet de casimir blanc et un pantalon de nankin de 3 pouces trop court, mais que des sous-pieds de même étoffe empêchaient de remonter jusqu'aux genoux. Son premier mot en entrant fut « Vous savez, monsieur, que je ne parle pas français. »« Je sais, du moins, que vous n'aimez pas à parler notre langue, » répondit l'envoyé de monsieur le préfet de police. « Mais vous pouvez la parler, vous, » reprit Lord Wilmore, « car, si je ne la parle pas, je la comprends. »« Et moi, » reprit le visiteur en changeant d'idiome, « je parle assez facilement l'anglais pour soutenir la conversation dans cette langue. Ne vous gênez donc pas, monsieur. »« Ah !» fit Lord Wilmore, avec cette intonation qui n'appartient qu'aux naturels les plus purs de la Grande-Bretagne. L'envoyé du préfet de police présenta à Lord Wilmore sa lettre d'introduction. Celui-ci la lut avec un flegme tout anglican, puis, lorsqu'il eut terminé sa lecture, « Je comprends, dit-il en anglais. Je comprends très bien. » Alors commencèrent les interrogations. Elles furent à peu près les mêmes que celles qui avaient été adressées à l'abbé Busoni. Mais comme Lord Wilmore, en sa qualité d'ennemi du comte de Monte Cristo, n'y mettait pas la même retenue que l'abbé, elles furent beaucoup plus étendues. Il raconta la jeunesse de Monte Cristo, qui, selon lui, était, à l'âge de 10 ans, entré au service d'un de ces petits souverains de l'Inde qui font la guerre aux Anglais. C'est là qu'il l'avait, lui, Wilmore, rencontré pour la première fois, et qu'ils avaient combattu l'un contre l'autre. Dans cette guerre, Zakonet avait été fait prisonnier, avait été envoyé en Angleterre, mis sur les pontons, d'où il s'était enfui à la nage. Alors avaient commencé ses voyages, ses duels, ses passions. Alors était arrivée l'insurrection de Grèce. Il avait servi dans les rangs des Grecs. Tandis qu'il était à leur service, il avait découvert une mine d'argent dans les montagnes de la Thessalie, mais il s'était bien gardé de parler de cette découverte à personne. Après Navarin, et lorsque le gouvernement grec fut consolidé, il demanda au roi Othon un privilège d'exploitation pour cette mine. Ce privilège lui fut accordé.
De là cette fortune immense qui pouvait, selon Lord Wilmore, monter à 1 ou 2 millions de revenus, fortune qui, néanmoins, pouvait tarir tout à coup si la mine elle-même tarissait. « Mais, demanda le visiteur, savez-vous pourquoi il est venu en France ?»« Il veut spéculer sur les chemins de fer, » dit Lord Wilmore. « Et puis, comme il est chimiste habile et physicien non moins distingué, il a découvert un nouveau télégraphe dont il poursuit l'application. »« Combien dépense-t-il à peu près par an ?» demanda l'envoyé de monsieur le préfet de police. « Oh, 500 ou 600 000 francs, tout au plus, » dit Lord Wilmore. « Il est avare. » Il était évident que la haine faisait parler l'anglais et que, ne sachant quelle chose reprocher au comte, il lui reprochait son avarice. « Savez-vous quelque chose de sa maison d'Auteuil ?»« Oui, certainement. »« Eh bien, qu'en savez-vous ?»« Vous demandez dans quel but il l'a achetée ?»« Oui. »« Eh bien, le comte est un spéculateur qui se ruinera certainement en essais et en utopies. Il prétend qu'il y a à Auteuil, dans les environs de la maison qu'il vient d'acquérir, un courant d'eau minérale qui peut rivaliser avec les eaux de Bagnères, de Luchon et de Cauterets. Il veut faire de son acquisition un Badhaus, comme disent les Allemands. Il a déjà 2 ou 3 fois retourné tout son jardin pour retrouver le fameux cours d'eau. Et comme il n'a pas pu le découvrir, vous allez le voir, d'ici à peu de temps, acheter les maisons qui environnent la sienne. Or, comme je lui en veux, j'espère que dans son chemin de fer, dans son télégraphe électrique ou dans son exploitation de bains, il va se ruiner. Je le suis pour jouir de sa déconfiture, qui ne peut manquer d'arriver un jour ou l'autre. « Et pourquoi lui en voulez-vous » demanda le visiteur. « Je lui en veux, » répondit Lord Wilmore, « parce qu'en passant en Angleterre, il a séduit la femme d'un de mes amis. Mais si vous lui en voulez, pourquoi ne cherchez-vous pas à vous venger de lui ? Je me suis déjà battu 3 fois avec le comte, dit l'anglais. La première fois au pistolet, la seconde à l'épée, la troisième à l'espadon. Et le résultat de ces duels a été: la première fois, il m'a cassé le bras, la seconde fois, il m'a traversé le poumon, et la troisième, il m'a fait cette blessure. L'anglais rabattit un col de chemise qui lui montait jusqu'aux oreilles et montra une cicatrice dont la rougeur indiquait la date peu ancienne. « De sorte que je lui en veux beaucoup, » répéta l'anglais, « et qu'il ne mourra, bien sûr, que de ma main. »« Mais, dit l'envoyé de la préfecture, vous ne prenez pas le chemin de le tuer, ce me semble. »« Ah oh, fit l'anglais, tous les jours je vais au tir, et tous les 2 jours, Grisier vient chez moi. » C'était ce que voulait savoir le visiteur, ou plutôt, c'était tout ce que paraissait savoir l'anglais. L'agent se leva donc, et après avoir salué Lord Wilmore, qui lui répondit avec la raideur et la politesse anglaise, il se retira. De son côté, Lord Wilmore, après avoir entendu se refermer sur lui la porte de la rue, rentra dans sa chambre à coucher, où, en un tour de main, il perdit ses cheveux blonds, ses favoris roux, sa fausse mâchoire et sa cicatrice, pour retrouver les cheveux noirs, le teint mat et les dents de perle du comte de Monte Cristo. Il est vrai que, de son côté, ce fut M. de Villefort et non l'envoyé de M. le préfet de police qui rentra chez M. de Villefort. Le procureur du roi était un peu tranquillisé par cette double visite qui, au reste, ne lui avait rien appris de rassurant, mais qui ne lui avait rien appris non plus d'inquiétant. Il en résulta que, pour la première fois depuis le dîner d'Auteuil, il dormit la nuit suivante avec quelque tranquillité. Chapitre 70. Le bal. On en était arrivé aux plus chaudes journées de juillet, lorsque vint se présenter à son tour, dans l'ordre des temps, ce samedi où devait avoir lieu le bal de M. de Morcerf. Il était 10 heures du soir. Les grands arbres du jardin de l'hôtel du comte se détachaient en vigueur sur un ciel où glissaient, découvrant une tenture d'azur parsemée d'étoiles d'or, les dernières vapeurs d'un orage qui avait grondé menaçant toute la journée. Dans les salles du rez-de-chaussée,
On entendait bruire la musique et tourbillonner la valse et le galop, tandis que des bandes éclatantes de lumière passaient, tranchantes, à travers les ouvertures des persiennes. Le jardin était livré en ce moment à une dizaine de serviteurs, à qui la maîtresse de maison, rassurée par le temps qui se rassérénait de plus en plus, venait de donner l'ordre de dresser le souper. Jusque-là, on avait hésité si l'on souperait dans la salle à manger ou sous une longue tente de coutil dressée sur la pelouse. Ce beau ciel bleu, tout parsemé d'étoiles, venait de décider le process en faveur de la tente et de la pelouse. On illuminait les allées du jardin avec les lanternes de couleur, comme c'est l'habitude en Italie, et l'on surchargeait de bougies et de fleurs la table du souper, comme c'est l'usage dans tous les pays où l'on comprend un peu ce luxe de la table, le plus rare de tous les luxes, quand on veut le rencontrer complet. Au moment où la comtesse de Morcerf rentrait dans ses salons, après avoir donné ses derniers ordres, les salons commençaient à se remplir d'invités qu'attirait la charmante hospitalité de la comtesse, bien plus que la position distinguée du comte, car on était sûr d'avance que cette fête offrirait, grâce au bon goût de Mercédès, quelques détails dignes d'être racontés ou copiés au besoin. Madame Danglars, à qui les événements que nous avons racontés avaient inspiré une profonde inquiétude, hésitait à aller chez madame de Morcerf, lorsque, dans la matinée, sa voiture avait croisé celle de Villefort. Villefort lui avait fait un signe, les deux voitures s'étaient rapprochées, et, à travers les portières, « Vous allez chez madame de Morcerf, n'est-ce pas ?» avait demandé le procureur du roi. « Non, » avait répondu madame Danglars, « je suis trop souffrante. »« Vous avez tort, » reprit Villefort avec un regard significatif. « Il serait important que l'on vous y vît. »« Ah, croyez-vous » demanda la baronne. « Je le crois. En ce cas, j'irai. » Et les deux voitures avaient repris leur course divergente. Madame Danglars était donc venue, non seulement belle de sa propre beauté, mais encore éblouissante de luxe. Elle entrait par une porte au moment où Mercédès entrait par l'autre. La comtesse détacha Albert au-devant de madame Danglars. Albert s'avança, fit à la baronne, sur sa toilette, les compliments mérités, et lui prit le bras pour la conduire à la place qu'il lui plairait de choisir. Albert regarda autour de lui. « Vous cherchez ma fille ?» dit en souriant la baronne. « Je l'avoue, » dit Albert. « Auriez-vous eu la cruauté de ne pas nous l'amener ? Rassurez-vous, elle a rencontré mademoiselle de Villefort et a pris son bras. Tenez, les voici qui nous suivent, toutes les deux en robe blanche, l'une avec un bouquet de camélias, l'autre avec un bouquet de myosotis. Mais dites-moi donc. »« Que cherchez-vous à votre tour ?» demanda Albert en souriant. « Est-ce que vous n'aurez pas ce soir le comte de Monte Cristo ?»« 17, » répondit Albert. « Que voulez-vous dire ? » « Je veux dire que cela va bien, » reprit le vicomte en riant, « et que vous êtes la 17e personne qui me fait la même question. Il va bien, le comte. Je lui en fais mon compliment. »« Et répondez-vous à tout le monde comme à moi ? » ?»« Ah, c'est vrai, je ne vous ai pas répondu. Rassurez-vous, madame, nous aurons l'homme à la mode, nous sommes des privilégiés. »« Étiez-vous hier à l'opéra ? » ?»« Non. »« Il y était, lui. » »« Ah, vraiment ? Et l'excentric man a-t-il fait quelque nouvelle originalité ? Peut-il se montrer sans cela ? Esler dansait dans le diable boiteux. La princesse grecque était dans le ravissement. Après la cachucha, il a passé une bague magnifique dans la queue du bouquet et l'a jetée à la charmante danseuse qui, au 3e acte, a reparu pour lui faire honneur avec sa bague au doigt. Et sa princesse grecque, l'aurez-vous ? Non. Il faut que vous vous en priviez. Sa position dans la maison du comte n'est pas assez fixée. Tenez, laissez-moi ici, et allez saluer madame de Villefort, dit la baronne. Je vois qu'elle meurt d'envie de vous parler. Albert salua madame Danglars et s'avança vers madame de Villefort, qui ouvrit la bouche à mesure qu'il approchait. « Je parie, dit Albert en l'interrompant, que je sais ce que vous allez me dire. »«
Ah, par exemple, dit madame de Villefort. Si je devine juste, me l'avouerez-vous? Oui. D'honneur? D'honneur. Vous alliez me demander si le comte de Monte Cristo était arrivé ou allait venir. Pas du tout. Ce n'est pas de lui que je m'occupe en ce moment. J'allais vous demander si vous aviez reçu des nouvelles de monsieur Franz. Oui, hier. Que vous disait-il? Qu'il partait en même temps que sa lettre. Bien. Maintenant, le comte? Le comte viendra, soyez tranquille. Vous savez qu'il a un autre nom que Monte Cristo? Non, je ne savais pas. Monte Cristo est un nom d'île, et il a un nom de famille. Je ne l'ai jamais entendu prononcer. Eh bien, je suis plus avancée que vous. Il s'appelle Zaccone. C'est possible. Il est maltais. C'est possible encore. Fils d'un armateur. Oh, mais en vérité, vous devriez raconter ces choses-là tout haut. Vous auriez le plus grand succès. Il a servi dans l'Inde, exploite une mine d'argent en Thessalie et vient à Paris pour faire un établissement d'eau minérale à Auteuil. Eh bien, à la bonne heure, dit Morcerf. Voilà des nouvelles. Me permettez-vous de les répéter? Oui, mais petit à petit. Une à une, sans dire qu'elles viennent de moi. Pourquoi cela? Parce que c'est presque un secret surpris. À qui? À la police. Alors ces nouvelles se débitaient. Hier soir, chez le préfet. Paris s'est ému, vous le comprenez bien, à la vue de ce luxe inusité, et la police a pris des informations. Bien, il ne manquait plus que d'arrêter le comte comme vagabond, sous prétexte qu'il est trop riche. Ma foi, c'est ce qui aurait bien pu lui arriver si les renseignements n'avaient pas été si favorables. Pauvre comte. Et se doute-t-il du péril qu'il a couru? Je ne crois pas. Alors, c'est charité que de l'en avertir. À son arrivée, je n'y manquerai pas. En ce moment, un beau jeune homme aux yeux vifs, aux cheveux noirs, à la moustache luisante, vint saluer respectueusement madame de Villefort. Albert lui tendit la main. Madame, dit Albert, j'ai l'honneur de vous présenter monsieur Maximilien Morel, capitaine au Spahis, l'un de nos bons et surtout de nos braves officiers. J'ai déjà eu le plaisir de rencontrer monsieur à Auteuil, chez monsieur le comte de Monte Cristo, répondit madame de Villefort en se détournant avec une froideur marquée. Cette réponse, et surtout le ton dont elle était faite, serrèrent le cœur du pauvre Morel. Mais une compensation lui était ménagée. En se retournant, il vit à l'encoignure de la porte une belle et blanche figure dont les yeux dilatés et sans expression apparente s'attachaient sur lui, tandis que le bouquet de myosotis montait lentement à ses lèvres. Ce salut fut si bien compris que Morel, avec la même expression de regard, approcha à son tour son mouchoir de sa bouche. Et les deux statues vivantes, dont le cœur battait si rapidement sous le marbre apparent de leur visage, séparées l'une de l'autre par toute la largeur de la salle, s'oublièrent un instant, ou plutôt un instant oublièrent tout le monde dans cette muette contemplation. Elles eussent pu rester plus longtemps ainsi perdues l'une dans l'autre, sans que personne remarquât leur oubli de toute chose. Le comte de Monte Cristo venait d'entrer. Nous l'avons déjà dit, le comte, soit prestige factice, soit prestige naturel, attirait l'attention partout où il se présentait. Ce n'était pas son habit noir, irréprochable, il est vrai, dans sa coupe, mais simple et sans décoration. Ce n'était pas son gilet blanc sans aucune broderie. Ce n'était pas son pantalon emboîtant un pas de la forme la plus délicate qui attirait l'attention. C'était son teint mat, ses cheveux noirs ondés, c'était son visage calme et pur, c'était son œil profond et mélancolique. C'était enfin sa bouche dessinée avec une finesse merveilleuse et qui prenait si facilement l'expression d'un haut dédain qui faisait que tous les yeux se fixaient sur lui. Il pouvait y avoir des hommes plus beaux,
mais il n'y en avait certes pas de plus significatif. Qu'on nous passe cette expression. Tout dans le conte voulait dire quelque chose et avait sa valeur, car l'habitude de la pensée utile avait donné à ses traits, à l'expression de son visage et au plus insignifiant de ses gestes, une souplesse et une fermeté incomparables. Et puis, notre monde parisien est si étrange qu'il n'eût peut-être point fait attention à tout cela s'il n'y eût eu sous tout cela une mystérieuse histoire dorée par une immense fortune. Quoi qu'il en soit, il s'avança sous le poids des regards et à travers l'échange des petits saluts jusqu'à madame de Morcerf, qui, debout devant la cheminée garnie de fleurs, l'avait vu apparaître dans une glace placée en face de la porte et s'était préparée pour le recevoir. Elle se retourna donc vers lui avec un sourire composé au moment même où il s'inclinait devant elle. Sans doute, elle crut que le comte allait lui parler. Sans doute, de son côté, le comte crut qu'elle allait lui adresser la parole. Mais des deux côtés, ils restèrent muets, tant une banalité leur semblait sans doute indigne de tous deux. Et, après un échange de saluts, Monte Cristo se dirigea vers Albert, qui venait à lui, la main ouverte. « Vous avez vu ma mère » demanda Albert. « Je viens d'avoir l'honneur de la saluer, » dit le comte, « mais je n'ai point aperçu votre père. Tenez, il cause politique, là-bas, dans ce petit groupe de grandes célébrités. »« En vérité, » dit Monte Cristo, « ces messieurs que je vois là-bas sont des célébrités ? Je ne m'en serais pas douté. Et de quel genre ? Il y a des célébrités de toute espèce, comme vous savez. Il y a d'abord un savant, ce grand monsieur Sec. Il a découvert dans la campagne de Rome une espèce de lézard qui a une vertèbre de plus que les autres. Et il est revenu faire part à l'Institut de cette découverte. La chose a été longtemps contestée, mais force est restée au grand monsieur Sec. La vertèbre avait fait beaucoup de bruit dans le monde savant. Le grand monsieur Sec n'était que chevalier de la Légion d'honneur. On l'a nommé officier. « À la bonne heure, » dit Monte Cristo. « Voilà une croix qui me paraît sagement donnée. Alors, s'il trouve une seconde vertèbre, on le fera commandeur ?»« C'est probable, » dit Morcerf. « Et cet autre qui a eu la singulière idée de s'affubler d'un habit bleu brodé de vert, que peut-il être ? » « Ce n'est pas lui qui a eu l'idée de s'affubler de cet habit. C'est la République, laquelle, comme vous le savez, était un peu artiste, et qui, voulant donner un uniforme aux académiciens, a prié David de leur dessiner un habit. »« Ah, vraiment, » dit Monte Cristo. « Ainsi ce monsieur est académicien ? » ?»« Depuis 8 jours, il fait partie de la docte assemblée. »« Et quel est son mérite ? Sa spécialité ? » ?»« Sa spécialité ? Je crois qu'il enfonce des épingles dans la tête des lapins, qu'il fait manger de la garance aux poules et qu'il repousse avec des baleines la moelle épinière des chiens. »« Et il est de l'Académie des sciences pour cela ? » ?»« Non pas. De l'Académie française. »« Mais qu'a donc à faire l'Académie française là-dedans ? » ?»« Je vais vous dire, il paraît que ses expériences ont fait faire un grand pas à la science, sans doute. »« Non, mais qu'il écrit en fort bon style. » « Cela doit, dit Monte Cristo, flatter énormément l'amour-propre des lapins à qui il enfonce des épingles dans la tête, des poules dont il teint les os en rouge et des chiens dont il repousse la moelle épinière. » Albert se mit à rire. « Et cet autre ? » demanda le comte. « Cet autre ? Oui, le troisième. »« Ah, l'habit bleu barbeau. » »« Oui. » C'est un collègue du comte qui vient de s'opposer le plus chaudement à ce que la Chambre des pairs ait un uniforme. Il a eu un grand succès de tribune à ce propos-là. Il était mal avec les gazettes libérales, mais sa noble opposition au désir de la cour vient de le raccommoder avec elle. On parle de le nommer ambassadeur. Et quels sont ses titres à la pairie ? Il a fait 2 ou 3 opéras comiques, pris 4 ou 5 actions au siècle, et voté 5 ou 6 ans pour le ministère. Bravo,
vicomte, dit Monte Cristo en riant. Vous êtes un charmant Cicérone. Maintenant, vous me rendrez un service, n'est-ce pas? Lequel? Vous ne me présenterez pas à ces messieurs, et s'ils demandent à m'être présentés, vous me préviendrez. En ce moment, le comte sentit qu'on lui posait la main sur le bras. Il se retourna. C'était Danglars. « Ah, c'est vous, baron, dit-il. »« Pourquoi m'appelez-vous baron ?» dit Danglars. « Vous savez bien que je ne tiens pas à mon titre. Ce n'est pas comme vous, vicomte. Vous y tenez, n'est-ce pas, vous ?»« Certainement, » répondit Albert. « Attendu que si je n'étais pas vicomte, je ne serais plus rien, tandis que vous pouvez sacrifier votre titre de baron, vous resterez encore millionnaire. » « Ce qui me paraît le plus beau titre sous la royauté de Juillet, » reprit Danglars. « Malheureusement, dit Monte Cristo, on n'est pas millionnaire à vie comme on est baron, pair de France ou académicien. Témoins les millionnaires Franck et Pullman de Francfort qui viennent de faire banqueroute. »« Vraiment ?» dit Danglars en pâlissant. « Ma foi, j'en ai reçu la nouvelle ce soir par un courrier. J'avais quelque chose comme 1 million chez eux. Mais, averti à temps, j'en ai exigé le remboursement voici 1 mois à peu près. »« Ah, mon Dieu, reprit Danglars, ils ont tiré sur moi pour 200 000 francs. »« Eh bien, vous voilà prévenu. Leur signature vaut 5%. »« Oui, mais je suis prévenu trop tard, dit Danglars. J'ai fait honneur à leur signature. »« Bon, dit Monte Cristo, voilà 200 000 francs qui sont allés rejoindre... »« Chut, dit Danglars, ne parlez donc pas de ces choses-là. » Puis, s'approchant de Monte Cristo, « Surtout devant M. Cavalcanti fils, » ajouta le banquier, qui, en prononçant ces mots, se tourna en souriant du côté du jeune homme. Morcerf avait quitté le comte pour aller parler à sa mère. Danglars le quitta pour saluer Cavalcanti fils. Monte Cristo se trouva un instant seul. Cependant, la chaleur commençait à devenir excessive. Les valets circulaient dans les salons avec des plateaux chargés de fruits et de glaces. Monte Cristo essuya avec son mouchoir son visage mouillé de sueur. Mais il se recula quand le plateau passa devant lui et ne prit rien pour se rafraîchir. Madame de Morcerf ne perdait pas du regard Monte Cristo. Elle vit passer le plateau sans qu'il y touchât. Elle saisit même le mouvement par lequel il s'en éloigna. « Albert, dit-elle, avez-vous remarqué une chose ? » ?»« Laquelle, ma mère ? » ?»« C'est que le comte n'a jamais voulu accepter de dîner chez monsieur de Morcerf. »« Oui, mais il a accepté de déjeuner chez moi, puisque c'est par ce déjeuner qu'il a fait son entrée dans le monde. »« Chez vous n'est pas chez le comte, » murmura Mercédès. « Et, depuis qu'il est ici, je l'examine. »« Eh bien ? » ?»« Eh bien, il n'a encore rien pris. » »« Le comte est très sobre. » Mercédès sourit tristement. « Rapprochez-vous de lui, dit-elle, et au premier plateau qui passera, insistez. »« Pourquoi cela, ma mère ? » ?»« Faites-moi ce plaisir, Albert, dit Mercédès. » Albert baisa la main de sa mère et alla se placer près du comte. Un autre plateau passa chargé comme les précédents. Elle vit Albert insister près du comte, prendre même une glace et la lui présenter, mais il refusa obstinément. Albert revint près de sa mère. La comtesse était très pâle. « Eh bien, dit-elle, vous voyez, il a refusé. »« Oui, mais en quoi cela peut-il vous préoccuper ? » ?»« Vous le savez, Albert, les femmes sont singulières. J'aurais vu avec plaisir le comte prendre quelque chose chez moi, ne fût-ce qu'un grain de grenade. Peut-être, au reste, ne s'accommode-t-il pas des coutumes françaises ? Peut-être a-t-il des préférences pour quelque chose ? Mon Dieu, non. Je l'ai vu en Italie prendre de tout. Sans doute qu'il est mal disposé ce soir. Puis, dit la comtesse, ayant toujours habité des climats brillants, peut-être est-il moins sensible qu'un autre à la chaleur ? Je ne crois pas, car il se plaignait d'étouffer, demandait pourquoi,
Puisqu'on a déjà ouvert les fenêtres, on n'a pas aussi ouvert les jalousies. En effet, dit Mercédès, c'est un moyen de m'assurer si cette abstinence est un parti pris. Et elle sortit du salon. Un instant après, les persiennes s'ouvrirent, et l'on put, à travers les jasmins et les clématites qui garnissaient les fenêtres, voir tout le jardin illuminé avec les lanternes, et le souper servi sous la tente. Danseurs et danseuses, joueurs et causeurs poussèrent un cri de joie. Tous ces poumons altérés aspiraient avec délice l'air qui entrait à flots. Au même moment, Mercédès reparut, plus pâle qu'elle n'était sortie, mais avec cette fermeté de visage qui était remarquable chez elle dans certaines circonstances. Elle alla droit au groupe dont son mari formait le centre. « N'enchaînez pas ces messieurs ici, monsieur le comte, dit-elle. Ils aimeront autant, s'ils ne jouent pas, respirer au jardin qu'étouffer ici. »« Ah, madame, dit un vieux général fort galant, qui avait chanté « Partons pour la Syrie » en 1809. « Nous n'irons pas seuls au jardin. »« Soit, dit Mercédès, je vais donc donner l'exemple. » Et se retournant vers Monte Cristo. « Monsieur le comte, dit-elle, faites-moi l'honneur de m'offrir votre bras. » Le comte chancela presque à ces simples paroles. Puis il regarda un moment Mercédès. Ce moment eut la rapidité de l'éclair, et cependant il parut à la comtesse qu'il durait un siècle, tant Monte Cristo avait mis de pensée dans ce seul regard. Il offrit son bras à la comtesse. Elle s'y appuya, ou, pour mieux dire, elle l'effleura de sa petite main, et tous deux descendirent un des escaliers du perron bordé de rhododendrons et de camélias. Derrière eux, et par l'autre escalier, s'élancèrent dans le jardin avec de bruyantes exclamations de plaisir une vingtaine de promeneurs. Chapitre 71. Le pain et le sel. Madame de Morcerf entra sous la voûte de feuillage avec son compagnon. Cette voûte était une allée de tilleuls qui conduisait à une serre. « Il faisait trop chaud dans le salon, n'est-ce pas, monsieur le comte ?» dit-elle. « Oui, madame, et votre idée de faire ouvrir les portes et les persiennes est une excellente idée. » En achevant ces mots, le comte s'aperçut que la main de Mercédès tremblait. « Mais vous, avec cette robe légère et sans autre préservatif autour du cou que cette écharpe de gaze, vous aurez peut-être froid, dit-il. « Savez-vous où je vous mène ?» dit la comtesse, sans répondre à la question de Monte Cristo. « Non, madame, » répondit celui-ci. « Ami, vous le voyez, je ne fais pas de résistance. »« À la serre, que vous voyez là, au bout de l'allée que nous suivons. » Le comte regarda Mercédès comme pour l'interroger, mais elle continua son chemin sans rien dire, et de son côté, Monte Cristo resta muet. On arriva dans le bâtiment, tout garni de fruits magnifiques qui, dès le commencement de juillet, atteignaient leur maturité sous cette température toujours calculée pour remplacer la chaleur du soleil, si souvent absente chez nous. La comtesse quitta le bras de Monte Cristo et alla cueillir à un cep une grappe de raisin muscat. « Tenez, monsieur le comte, dit-elle avec un sourire si triste que l'on eût pu voir poindre les larmes au bord de ses yeux. « Tenez, nos raisins de France ne sont point comparables, je le sais, à vos raisins de Sicile et de Chypre, mais vous serez indulgents pour notre pauvre soleil du Nord. » Le comte s'inclina et fit un pas en arrière. « Vous me refusez ?» dit Mercédès d'une voix tremblante. « Madame, » répondit Monte Cristo, « je vous prie bien humblement de m'excuser, mais je ne mange jamais de muscat. » Mercédès laissa tomber la grappe en soupirant. Une pêche magnifique pendait à un espalier voisin chauffé, comme le cep de vigne, par cette chaleur artificielle de la serre.
Mercédès s'approcha du fruit velouté et le cueillit. « Prenez cette pêche, alors, dit-elle. Mais le comte fit le même geste de refus. « Oh, encore » dit-elle, avec un accent si douloureux qu'on sentait que cet accent étouffait un sanglot. « En vérité, j'ai du malheur. » Un long silence suivit cette scène. La pêche, comme la grappe de raisin, avait roulé sur le sable. « Monsieur le comte, » reprit enfin Mercédès en regardant Monte Cristo d'un œil suppliant, « il y a une touchante coutume arabe qui fait amis éternellement ceux qui ont partagé le pain et le sel sous le même toit. »« Je la connais, madame, » répondit le comte. « Mais nous sommes en France et non en Arabie, et en France, il n'y a pas plus d'amitié éternelle que de partage du sel et du pain. »« Mais enfin, » dit la comtesse palpitante et les yeux attachés sur les yeux de Monte Cristo, dont elle ressaisit presque convulsivement le bras avec ses deux mains. « Nous sommes amis, n'est-ce pas ?» Le sang afflua au cœur du comte, qui devint pâle comme la mort. Puis, remontant du cœur à la gorge, il envahit ses joues et ses yeux nagèrent dans le vague pendant quelques secondes, comme ceux d'un homme frappé d'éblouissement. « Certainement que nous sommes amis, madame, » répliqua-t-il. « D'ailleurs, pourquoi ne le serions-nous pas ?» Ce ton était si loin de celui que désirait madame de Morcerf qu'elle se retourna pour laisser échapper un soupir qui ressemblait à un gémissement. « Merci, dit-elle. » Et elle se remit à marcher. Ils firent ainsi le tour du jardin sans prononcer une seule parole. « Monsieur, » reprit tout à coup la comtesse après 10 minutes de promenade silencieuse, « est-il vrai que vous ayez tout vu, tant voyagé, tant souffert ?»« J'ai beaucoup souffert, oui, madame, » répondit Monte Cristo. « Mais vous êtes heureux maintenant ?»« Sans doute, » répondit le comte, « car personne ne m'entend me plaindre. »« Et votre bonheur présent vous fait l'âme plus douce ?»« Mon bonheur présent égale ma misère passée, » dit le comte. « N'êtes-vous pas marié ?» demanda la comtesse. « Moi, marié ?» répondit Monte Cristo en tressaillant. « Qui a pu vous dire cela ?»« On ne me l'a pas dit, mais plusieurs fois on vous a vu conduire à l'opéra une jeune et belle personne. »« C'est une esclave que j'ai achetée à Constantinople, madame. Une fille de prince dont j'ai fait ma fille, n'ayant pas d'autre affection au monde. »« Vous vivez seul ainsi ?»« Je vis seul. »« Vous n'avez pas de sœur, de fils, de père ?»« Je n'ai personne. »« Comment pouvez-vous vivre ainsi, sans rien qui vous attache à la vie ? » ?»« Ce n'est pas ma faute, madame. À Malte, j'ai aimé une jeune fille et j'allais l'épouser quand la guerre est venue et m'a enlevé loin d'elle comme un tourbillon. J'avais cru qu'elle m'aimait assez pour m'attendre, pour demeurer fidèle même à mon tombeau. Quand je suis revenu, elle était mariée. C'est l'histoire de tout homme qui a passé par l'âge de 20 ans. J'avais peut-être le cœur plus faible que les autres, et j'ai souffert plus qu'ils n'eussent fait à ma place. Voilà tout. » La comtesse s'arrêta un moment, comme si elle eût eu besoin de cette halte pour respirer. « Oui, » dit-elle, « et cet amour vous est resté au cœur. On n'aime bien qu'une fois. Et avez-vous jamais revu cette femme ? » ?»« Jamais. »« Jamais ? Je ne suis point retourné dans le pays où elle était. »« À Malte ? » ?»« Oui, à Malte. »« Elle est à Malte, alors ? » ?»« Je le pense. » »« Et lui avez-vous pardonné ce qu'elle vous a fait souffrir ? » ?»« À elle, oui. » »« Mais à elle seulement ? Vous haïssez toujours ceux qui vous ont séparé d'elle ? » La comtesse se plaça en face de Monte Cristo. Elle tenait encore à la main
un fragment de la grappe parfumée. « Prenez, dit-elle. »« Jamais je ne mange de muscat, madame, » répondit Monte Cristo, comme s'il n'eût été question de rien entre eux à ce sujet. La comtesse lança la grappe dans le massif le plus proche avec un geste de désespoir. « Inflexible, murmura-t-elle. Monte Cristo demeura aussi impassible que si le reproche ne lui était pas adressé. Albert accourait en ce moment. « Oh, ma mère, dit-il, un grand malheur !»« Quoi ? Qu'est-il arrivé ?» demanda la comtesse en se redressant comme si, après le rêve, elle eût été amenée à la réalité. « Un malheur ? Avez-vous dit ? En effet, il doit arriver des malheurs. »« Monsieur de Villefort est ici. »« Eh bien ? » ?»« Il vient chercher sa femme et sa fille. »« Et pourquoi cela ? » ?»« Parce que madame la marquise de Saint-Méran est arrivée à Paris, apportant la nouvelle que monsieur de Saint-Méran est mort en quittant Marseille, au premier relais. Madame de Villefort, qui était fort gaie, ne voulait ni comprendre ni croire ce malheur. Mais mademoiselle Valentine, au premier mot, et quelques précautions qu'ait prises son père, a tout deviné. Ce coup l'a terrassée comme la foudre, et elle est tombée évanouie. « Et qu'est monsieur de Saint-Méran à mademoiselle de Villefort ?» demanda le comte. « Son grand-père maternel. Il venait pour hâter le mariage de Franz et de sa petite-fille. »« Ah, vraiment ? Voilà Franz retardé. Pourquoi monsieur de Saint-Méran n'est-il pas aussi bien un aïeul de mademoiselle Danglars ? » « Albert, Albert, dit madame de Morcerf du ton d'un doux reproche. Que dites-vous là ? Ah, monsieur le comte, vous pour qui il a une si grande considération, dites-lui qu'il a mal parlé. » Elle fit quelques pas en avant. Monte Cristo la regarda si étrangement et avec une expression à la fois si rêveuse et si empreinte d'une affectueuse admiration qu'elle revint sur ses pas. Alors elle lui prit la main en même temps qu'elle pressait celle de son fils et les joignant toutes deux. « Nous sommes amis, n'est-ce pas ? » dit-elle. « Oh, votre amie, madame, je n'ai point cette prétention, » dit le comte. « Mais en tout cas, je suis votre bien respectueux serviteur. » La comtesse partit avec un inexprimable serrement de cœur, et avant qu'elle eût fait 10 pas, le comte lui vit mettre son mouchoir à ses yeux. « Est-ce que vous n'êtes pas d'accord, ma mère et vous ? » demanda Albert avec étonnement. « Au contraire, » répondit le comte, « puisqu'elle vient de me dire devant vous que nous sommes amis. » Et ils regagnèrent le salon que venaient de quitter Valentine et monsieur et madame de Villefort. Il va sans dire que Morel était sorti derrière eux. Chapitre 72. Madame de Saint-Méran. Une scène lugubre venait en effet de se passer dans la maison de monsieur de Villefort. Après le départ des 2 dames pour le bal, où toutes les instances de madame de Villefort n'avaient pu déterminer son mari à l'accompagner, le procureur du roi s'était, selon sa coutume, enfermé dans son cabinet avec une pile de dossiers qui eussent effrayé tout autre, mais qui, dans les temps ordinaires de sa vie, suffisaient à peine à satisfaire son robuste appétit de travailleur. Mais, cette fois, les dossiers étaient chose de forme. Villefort ne s'enfermait point pour travailler, mais pour réfléchir. Et, sa porte fermée, l'ordre donné qu'on ne le dérangeât que pour chose d'importance, il s'assit dans son fauteuil et se mit à repasser encore une fois dans sa mémoire tout ce qui, depuis 7 à 8 jours, faisait déborder la coupe de ses sombres chagrins et de ses amers souvenirs. Alors, au lieu d'attaquer les dossiers entassés devant lui, il ouvrit un tiroir de son bureau, fit jouer un secret et tira la liasse de ses notes personnelles, manuscrits précieux, parmi lesquels il avait classé et étiqueté avec des chiffres connus de lui seul les noms de tous ceux qui, dans sa carrière politique, dans ses affaires d'argent, dans ses poursuites de barreau ou dans ses mystérieuses amours, étaient devenus ses ennemis.
Le nombre en était si formidable aujourd'hui qu'il avait commencé à trembler. Et cependant, tous ces noms, si puissants et si formidables qu'ils fussent, l'avaient fait bien des fois sourire, comme sourit le voyageur qui, du faîte culminant de la montagne, regarde à ses pieds les pics aigus, les chemins impraticables et les arêtes des précipices près desquels il a, pour arriver, si longtemps et si péniblement rampé. Quand il eut bien repassé tous ces noms dans sa mémoire, quand il les eut bien relus, bien étudiés, bien commentés sur ses listes, il secoua la tête. « Non, murmura-t-il, aucun de ses ennemis n'aurait attendu patiemment et laborieusement jusqu'au jour où nous sommes pour venir m'écraser maintenant avec ce secret. Quelquefois, comme dit Hamlet, le bruit des choses les plus profondément enfoncées sort de terre et, comme les feux du phosphore, court follement dans l'air, mais ce sont des flammes qui éclairent un moment pour égarer. L'histoire aura été racontée par le Corse à quelque prêtre, qui l'aura racontée à son tour. Monsieur de Monte Cristo l'aura su, et pour s'éclaircir... Mais à quoi bon s'éclaircir ? Reprenait Villefort après un instant de réflexion. Quel intérêt monsieur de Monte Cristo, monsieur Zaccone, fils d'un armateur de Malte, exploiteur d'une mine d'argent en Thessalie, venant pour la première fois en France, a-t-il de s'éclaircir d'un fait sombre, mystérieux et inutile comme celui-là ? Au milieu des renseignements incohérents qui m'ont été donnés par cet abbé Busoni et par ce lord Wilmore, par cet ami et par cet ennemi, une seule chose ressort claire, précise, patente à mes yeux. C'est que dans aucun temps, dans aucun cas, dans aucune circonstance, il ne peut y avoir eu le moindre contact entre moi et lui. Mais Villefort se disait ces paroles sans croire lui-même à ce qu'il disait. Le plus terrible pour lui n'était pas encore la révélation, mais il pouvait nier ou même répondre. Il s'inquiétait peu de ce Man, Thecel, Pharès, qui apparaissait tout à coup en lettres de sang sur la muraille. Mais ce qui l'inquiétait, c'était de connaître le corps auquel appartenait la main qui les avait tracés. Au moment où il essayait de se rassurer lui-même, et où, au lieu de cet avenir politique que, dans ses rêves d'ambition, il avait entrevu quelquefois, il se composait, dans la crainte d'éveiller cet ennemi endormi depuis si longtemps, un avenir restreint aux joies du foyer, un bruit de voiture retentit dans la cour. Puis il entendit dans son escalier la marche d'une personne âgée, puis des sanglots et des « hélas », comme les domestiques en trouvent lorsqu'ils veulent devenir intéressants par la douleur de leur maître. Il se hâta de tirer le verrou de son cabinet, et bientôt, sans être annoncé, une vieille dame entra, son châle sur le bras et son chapeau à la main. Ses cheveux blanchis découvraient un front mat comme l'ivoire jauni, et ses yeux, à l'angle desquels l'âge avait creusé des rides profondes, disparaissaient presque sous le gonflement des pleurs. « Oh, monsieur, dit-elle, ah, monsieur, quel malheur! Moi aussi, j'en mourrais. Oh oui, bien certainement, j'en mourrais. » Et, tombant sur le fauteuil le plus proche de la porte, elle éclata en sanglots. Les domestiques, debout sur le seuil et n'osant aller plus loin, regardaient le vieux serviteur de Noirtier, qui, ayant entendu ce bruit de la chambre de son maître, était accouru aussi et se tenait derrière les autres. Villefort se leva et courut à sa belle-mère, car c'était elle-même. « Eh, mon Dieu, madame, demanda-t-il, que s'est-il passé ? Qui vous bouleverse ainsi ? Et monsieur de Saint-Méran ne vous accompagne-t-il pas ?»« Monsieur de Saint-Méran est mort, dit la vieille marquise, sans préambule, sans expression et avec une sorte de stupeur. Villefort recula d'un pas et frappa ses mains l'une contre l'autre. « Mort ?» balbutia-t-il. « Mort ainsi, subitement ?»« Il y a 8 jours, continua madame de Saint-Méran,
Nous montâmes ensemble en voiture après dîner. Monsieur de Saint-Méran était souffrant depuis quelques jours. Cependant, l'idée de revoir notre chère Valentine le rendait courageux, et malgré ses douleurs, il avait voulu partir. Lorsque, à 6 lieues de Marseille, il fut pris, après avoir mangé ses pastilles habituelles, d'un sommeil si profond qu'il ne semblait pas naturel. Cependant, j'hésitais à le réveiller. Quand il me sembla que son visage rougissait et que les veines de ses tempes battaient plus violemment que d'habitude. Mais cependant, comme la nuit était venue et que je ne voyais plus rien, je le laissai dormir. Bientôt il poussa un cri sourd et déchirant comme celui d'un homme qui souffre en rêve, et renversa d'un brusque mouvement sa tête en arrière. J'appelai le valet de chambre, je fis arrêter le postillon, j'appelai monsieur de Saint-Méran, je lui fis respirer mon flacon de sel. Tout était fini, il était mort, et ce fut côte à côte avec son cadavre que j'arrivai à Aix. Villefort demeurait stupéfait et la bouche béante. « Et vous appelâtes un médecin, sans doute ?»« À l'instant même. Mais, comme je vous l'ai dit, il était trop tard. »« Sans doute, mais au moins, pouvait-il reconnaître de quelle maladie le pauvre marquis était mort ?»« Mon Dieu, oui, monsieur, il me l'a dit. Il paraît que c'est une apoplexie foudroyante. »« Et que fîtes-vous, alors ?» Monsieur de Saint-Méran avait toujours dit que, s'il mourait loin de Paris, il désirait que son corps fût ramené dans le caveau de la famille. Je l'ai fait mettre dans un cercueil de plomb, et je le précède de quelques jours. « Oh, mon Dieu, pauvre mère, dit Villefort, de pareils soins après un pareil coup, et à votre âge. Dieu m'a donné la force jusqu'au bout. D'ailleurs, ce cher marquis, il eût certes fait pour moi ce que j'ai fait pour lui. Il est vrai que depuis que je l'ai quitté là-bas, je crois que je suis folle. Je ne peux plus pleurer. Il est vrai qu'on dit qu'à mon âge, on n'a plus de larmes. Cependant, il me semble que tant qu'on souffre, on devrait pouvoir pleurer. Où est Valentine, monsieur ? C'est pour elle que nous revenions. Je veux voir Valentine. » Villefort pensa qu'il serait affreux de répondre que Valentine était au bal. Il dit seulement à la marquise que sa petite-fille était sortie avec sa belle-mère et qu'on allait la prévenir. « À l'instant même, monsieur, à l'instant même, je vous en supplie, » dit la vieille dame. Villefort mit sous son bras le bras de madame de Saint-Méran et la conduisit à son appartement. « Prenez du repos, dit-il, ma mère. » La marquise leva la tête à ce mot, et voyant cet homme qui lui rappelait cette fille tant regrettée qui revivait pour elle dans Valentine, elle se sentit frappée par ce nom de mère, se mit à fondre en larmes et tomba à genoux dans un fauteuil où elle ensevelit sa tête vénérable. Villefort la recommanda aux soins des femmes tandis que le vieux Barrois remontait tout effaré chez son maître. Car rien n'effraie tant les vieillards que lorsque la mort quitte un instant leur côté pour aller frapper un autre vieillard. Puis, tandis que madame de Saint-Méran, toujours agenouillée, priait du fond du cœur, il envoya chercher une voiture de place et vint lui-même prendre chez madame de Morcerf sa femme et sa fille pour les ramener à la maison. Il était si pâle lorsqu'il parut à la porte du salon que Valentine courut à lui en s'écriant « Oh, mon père, il est arrivé quelque malheur ?» « Votre bonne maman vient d'arriver, Valentine, » dit monsieur de Villefort. « Et mon grand-père ?» demanda la jeune fille toute tremblante. Monsieur de Villefort ne répondit qu'en offrant son bras à sa fille. Il était temps, Valentine, saisie d'un vertige, chancela. Madame de Villefort se hâta de la soutenir et aida son mari à l'entraîner vers la voiture en disant « Voilà qui est étrange. Qui aurait pu se douter de cela ? Oh oui, voilà qui est étrange. » Et toute cette famille désolée s'enfuit ainsi, jetant sa tristesse, comme un crêpe noir, sur le reste de la soirée. Au bas de l'escalier, Valentine trouva Barrois qui l'attendait. « Monsieur Noirtier désire vous voir ce soir, dit-il tout bas. »
Dites-lui que j'irai en sortant de chez ma bonne grand-mère, dit Valentine. Dans la délicatesse de son âme, la jeune fille avait compris que celle qui avait surtout besoin d'elle à cette heure, c'était madame de Saint-Méran. Valentine trouva son aïeule au lit. Muettes caresses, gonflements si douloureux du cœur, soupirs entrecoupés, larmes brûlantes. Voilà quels furent les seuls détails racontables de cette entrevue, à laquelle assistait, au bras de son mari, madame de Villefort, pleine de respect, apparent du moins, pour la pauvre veuve. Au bout d'un instant, elle se pencha à l'oreille de son mari. « Avec votre permission, dit-elle, mieux vaut que je me retire, car ma vue paraît affliger encore votre belle-mère. » Madame de Saint-Méran l'entendit. « Oui, oui, dit-elle à l'oreille de Valentine, qu'elle s'en aille. Mais reste, toi, reste. » Madame de Villefort sortit, et Valentine demeura seule près du lit de son aïeule, car le procureur du roi, consterné de cette mort imprévue, suivit sa femme. Cependant, Barrois était remonté la première fois près du vieux Noirtier. Celui-ci avait entendu tout le bruit qui se faisait dans la maison, et il avait envoyé, comme nous l'avons dit, le vieux serviteur s'informer. À son retour, cet œil si vivant et surtout si intelligent interrogea le messager. « Hélas, monsieur, dit Barrois, un grand malheur est arrivé. Madame de Saint-Méran est ici, et son mari est mort. » Monsieur de Saint-Méran et Noirtier n'avaient jamais été liés d'une bien profonde amitié. Cependant, on sait l'effet que fait toujours sur un vieillard l'annonce de la mort d'un autre vieillard. Noirtier laissa tomber sa tête sur sa poitrine, comme un homme accablé ou comme un homme qui pense. Puis il ferma un seul œil. « Mademoiselle Valentine ?» dit Barrois. Noirtier fit signe que oui. « Elle est au bal, monsieur le sait bien, puisqu'elle est venue lui dire adieu en grande toilette. » Noirtier ferma de nouveau l'œil gauche. « Oui, vous voulez la voir. » Le vieillard fit signe que c'était cela qu'il désirait. « Eh bien, on va l'aller chercher sans doute chez madame de Morcerf. Je l'attendrai à son retour et je lui dirai de monter chez vous. Est-ce cela ?»« Oui, » répondit le paralytique. Barrois guetta donc le retour de Valentine, et, comme nous l'avons vu, à son retour, il lui exposa le désir de son grand-père. En vertu de ce désir, Valentine monta chez Noirtier au sortir de chez madame de Saint-Méran, qui, tout agitée qu'elle était, avait fini par succomber à la fatigue et dormait d'un sommeil fiévreux. On avait approché à la portée de sa main une petite table sur laquelle était une carafe d'orangeade, sa boisson habituelle, et un verre. Puis, comme nous l'avons dit, la jeune fille avait quitté le lit de la marquise pour monter chez Noirtier. Valentine vint embrasser le vieillard, qui la regarda si tendrement que la jeune fille sentit de nouveau jaillir de ses yeux des larmes dont elle croyait la source tarie. Le vieillard insistait avec son regard. « Oui, oui, dit Valentine, tu veux dire que j'ai toujours un bon grand-père, n'est-ce pas ?» Le vieillard fit signe qu'effectivement c'était cela que son regard voulait dire. « Hélas, heureusement, reprit Valentine, sans cela, que deviendrais-je, mon Dieu ?» Il était 1h du matin. Barrois, qui avait envie de se coucher lui-même, fit observer qu'après une soirée aussi douloureuse, tout le monde avait besoin de repos. Le vieillard ne voulut pas dire que son repos à lui, c'était de voir son enfant. Il congédia Valentine, à qui, effectivement, la douleur et la fatigue donnaient un air souffrant. Le lendemain, en entrant chez sa grand-mère, Valentine trouva celle-ci au lit. La fièvre ne s'était point calmée. Au contraire, un feu sombre brillait dans les yeux de la vieille marquise, et elle paraissait en proie à une violente irritation nerveuse. « Oh, mon Dieu, bonne maman, souffrez-vous davantage ?» s'écria Valentine en apercevant tous ces symptômes d'agitation. « Non, ma fille, non, » dit madame de Saint-Méran, « mais j'attendais avec impatience que tu fusses arrivée pour envoyer chercher ton père. »
Mon père ? Demanda Valentine, inquiète. Oui, je veux lui parler. Valentine n'osa point s'opposer au désir de son aïeul, dont d'ailleurs elle ignorait la cause, et un instant après, Villefort entra. Monsieur, dit madame de Saint-Méran, sans employer aucune circonlocution, et comme si elle eût paru craindre que le temps ne lui manquât, il est question, m'avez-vous écrit, d'un mariage pour cet enfant ? Oui, madame, répondit Villefort, c'est même plus qu'un projet, c'est une convention. Votre gendre s'appelle monsieur Franz d'Épinay ? Oui, madame. C'est le fils du général d'Épinay, qui était des nôtres, et qui fut assassiné quelques jours avant que l'usurpateur revînt de l'île d'Elbe ? C'est cela même. Cette alliance avec la petite fille d'un jacobin ne lui répugne pas ? Nos dissensions civiles se sont heureusement éteintes, ma mère, dit Villefort. Monsieur d'Épinay était presque un enfant à la mort de son père. Il connaît fort peu monsieur Noirtier, et le verra, sinon avec plaisir, avec indifférence du moins. C'est un parti sortable, sous tous les rapports. Le jeune homme jouit de la considération générale. Il est convenable, c'est un des hommes les plus distingués que je connaisse. Pendant toute cette conversation, Valentine était restée muette. Eh bien, monsieur, dit après quelques secondes de réflexion madame de Saint-Méran, il faut vous hâter, car j'ai peu de temps à vivre. Vous, madame ? Vous, bonne maman ? S'écrièrent monsieur de Villefort et Valentine. Je sais ce que je dis, reprit la marquise. Il faut donc vous hâter, afin que, n'ayant plus de mère, elle ait au moins sa grand-mère pour bénir son mariage. Je suis la seule qui lui reste du côté de ma pauvre Renée, que vous avez si vite oubliée, monsieur. Ah, madame, dit Villefort, vous oubliez qu'il fallait donner une mère à cette pauvre enfant qui n'en avait plus. Une belle-mère n'est jamais une mère, monsieur. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de Valentine. Laissons les morts tranquilles. Tout cela a été dit avec une telle volubilité et un tel accent qu'il y avait quelque chose dans cette conversation qui ressemblait à un commencement de délire. « Il sera fait selon votre désir, madame, » dit Villefort, « et cela d'autant mieux que votre désir est d'accord avec le mien, et aussitôt l'arrivée de M. d'Épinay à Paris. »« Ma bonne mère, » dit Valentine, « les convenances, le deuil tout récent, voudriez-vous donc faire un mariage sous d'aussi tristes auspices ?»« Ma fille, » interrompit vivement l'aïeule, « pas de ces raisons banales qui empêchent les esprits faibles de bâtir solidement leur avenir. Moi aussi, j'ai été mariée au lit de mort de ma mère, et n'ai certes point été malheureuse pour cela. »« Encore cette idée de mort, madame, » reprit Villefort. « Encore, toujours. Je vous dis que je vais mourir, entendez-vous ? Eh bien, avant de mourir, je veux avoir vu mon gendre. Je veux lui ordonner de rendre ma petite fille heureuse. Je veux lire dans ses yeux s'il compte m'obéir. Je veux le connaître enfin, moi, » continua l'aïeule avec une expression effrayante, « pour le venir trouver du fond de mon tombeau s'il n'était pas ce qu'il doit être, s'il n'était pas ce qu'il faut qu'il soit. »« Madame, » dit Villefort, « il faut éloigner de vous ces idées exaltées qui touchent presque à la folie. Les morts, une fois couchés dans leur tombeau, y dorment sans se relever jamais. »« Oh, oui, oui, bonne mère, calme-toi, » dit Valentine. « Et moi, monsieur, je vous dis qu'il n'en est point ainsi que vous croyez. Cette nuit, j'ai dormi d'un sommeil terrible, car je me voyais en quelque sorte dormir comme si mon âme eût déjà plané au-dessus de mon corps. Mes yeux, que je m'efforçais d'ouvrir, se refermaient malgré moi. Et cependant, je sais bien que cela va vous paraître impossible, à vous, monsieur, surtout. Eh bien, mes yeux fermés, j'ai vu, à l'endroit même où vous êtes, venant de cet angle où il y a une porte qui donne dans le cabinet de toilette de madame de Villefort, j'ai vu entrer sans bruit une forme blanche. » Valentine jeta un cri. « C'était la fièvre qui vous agitait, madame, » dit Villefort. « Doutez si vous voulez,
mais je suis sûre de ce que je dis. J'ai vu une forme blanche, et comme si Dieu eût craint que je ne récusasse le témoignage d'un seul de mes sens, j'ai entendu remuer mon verre. Tenez, tenez, celui-là même qui est ici, là, sur la table. Oh, bonne mère, c'était un rêve. C'était si peu un rêve que j'ai étendu la main vers la sonnette, et qu'à ce geste, l'ombre a disparu. La femme de chambre est entrée alors avec une lumière. Les fantômes ne se montrent qu'à ceux qui doivent les voir. C'était l'âme de mon mari. Eh bien, si l'âme de mon mari revient pour m'appeler, pourquoi mon âme, à moi, ne reviendrait-elle pas pour défendre ma fille ? Le lien est encore plus direct, ce me semble. Oh, madame, dit Villefort, remué malgré lui jusqu'au fond des entrailles, ne donnez pas l'essor à ces lugubres idées. Vous vivrez avec nous, vous vivrez longtemps heureuse, aimée, honorée, et nous vous ferons oublier. Jamais, 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 dit la marquise. Quand revient monsieur d'Épinay ? Nous l'attendons d'un moment à l'autre. C'est bien. Aussitôt qu'il sera arrivé, prévenez-moi. Hâtons-nous, hâtons-nous. Puis, je voudrais aussi voir un notaire pour m'assurer que tout notre bien revient à Valentine. Oh, ma mère, murmura Valentine en appuyant ses lèvres sur le front brillant de l'aïeule. Vous voulez donc me faire mourir ? Mon Dieu, vous avez la fièvre. Ce n'est pas un notaire qu'il faut appeler, c'est un médecin. Un médecin, dit-elle en haussant les épaules. Je ne souffre pas. J'ai soif, voilà tout. Que buvez-vous, bonne maman ? Comme toujours, tu le sais bien, mon orangeade. Mon verre est là sur cette table. Passe-le-moi, Valentine. Valentine versa l'orangeade de la carafe dans le verre et le prit avec un certain effroi pour le donner à sa grand-mère, car c'était ce même verre qui, prétendait-elle, avait été touché par l'ombre. La marquise vida le verre d'un seul trait. Puis elle se retourna sur son oreiller en répétant « Le notaire ! Le notaire !» Monsieur de Villefort sortit. Valentine s'assit près du lit de sa grand-mère. La pauvre enfant semblait avoir grand besoin elle-même de ce médecin qu'elle avait recommandé à son aïeul. Une rougeur, pareille à une flamme, brûlait la pommette de ses joues. Sa respiration était courte et haletante, et son pouls battait comme si elle avait eu la fièvre. C'est qu'elle songeait, la pauvre enfant, au désespoir de Maximilien quand il apprendrait que madame de Saint-Méran, au lieu de lui être une alliée, agissait sans le connaître, comme si elle lui était ennemie. Plus d'une fois, Valentine avait songé à tout dire à sa grand-mère, et elle n'eût pas hésité un seul instant si Maximilien Morel s'était appelé Albert de Morcerf ou Raoul de Château-Renaud. Mais Morel était d'extraction plébéienne, et Valentine savait le mépris que l'orgueilleuse marquise de Saint-Méran avait pour tout ce qui n'était point de race. Son secret avait donc toujours, au moment où il allait se faire jour, été repoussé dans son cœur par cette triste certitude qu'elle le livrerait inutilement et qu'une fois ce secret connu de son père et de sa belle-mère, tout serait perdu. 2 heures à peu près s'écoulèrent ainsi. Madame de Saint-Méran dormait d'un sommeil ardent et agité. On annonça le notaire. Quoique cette annonce eût été faite très bas, madame de Saint-Méran se souleva sur son oreiller. « Le notaire, dit-elle, qu'il vienne, qu'il vienne. » Le notaire était à la porte. Il entra. « Va-t'en, Valentine, dit madame de Saint-Méran, et laisse-moi avec monsieur. »« Mais, ma mère, va, va. » La jeune fille baisa son aïeul au front et sortit, le mouchoir sur les yeux. À la porte, elle trouva le valet de chambre, qui lui dit que le médecin attendait au salon. Valentine descendit rapidement. Le médecin était un ami de la famille, et en même temps un des hommes les plus habiles de l'époque. Il aimait beaucoup Valentine, qu'il avait vue venir au monde. Il avait une fille de l'âge de mademoiselle de Villefort, à peu près, mais née d'une mère poitrinaire.
Sa vie était une crainte continuelle à l'égard de son enfant. « Oh, dit Valentine, cher monsieur d'Avrigny, nous vous attendions avec bien de l'impatience. Mais avant toute chose, comment se portent Madeleine et Antoinette ?» Madeleine était la fille de monsieur d'Avrigny et Antoinette sa nièce. Monsieur d'Avrigny sourit tristement. « Très bien, Antoinette, dit-il. Assez bien, Madeleine. Mais vous m'avez envoyé chercher, cher enfant, dit-il. Ce n'est ni votre père, ni madame de Villefort qui est malade. Quant à nous, quoiqu'il soit visible que nous ne pouvons pas nous débarrasser de nos nerfs, je ne présume pas que vous ayez besoin de moi autrement que pour que je vous recommande de ne pas trop laisser notre imagination battre la campagne. » Valentine rougit. Monsieur d'Avrigny poussait la science de la divination presque jusqu'au miracle, car c'était un de ces médecins qui traitent toujours le physique par le moral. « Non, dit-elle, c'est pour ma pauvre grand-mère. Vous savez le malheur qui nous est arrivé, n'est-ce pas ?»« Je ne sais rien, dit d'Avrigny. »« Hélas, dit Valentine en comprimant ses sanglots, mon grand-père est mort. »« Monsieur de Saint-Méran ?»« Oui. »« Subitement ?»« D'une attaque d'apoplexie foudroyante. »« D'une apoplexie ?» répéta le médecin. « Oui, de sorte que ma pauvre grand-mère est frappée de l'idée que son mari, qu'elle n'avait jamais quitté, l'appelle et qu'elle va aller le rejoindre. Oh, messieurs d'Avrigny, je vous recommande bien ma pauvre grand-mère. »« Où est-elle ?»« Dans sa chambre avec le notaire. »« Et monsieur Noirtier ?»« Toujours le même, une lucidité d'esprit parfaite, mais la même immobilité, le même mutisme. » « Et le même amour pour vous, n'est-ce pas, ma chère enfant ?»« Oui, dit Valentine en soupirant, il m'aime bien, lui. »« Qui ne vous aimerait pas ?» Valentine sourit tristement. « Et qu'éprouve votre grand-mère ?»« Une excitation nerveuse singulière, un sommeil agité et étrange. Elle prétendait ce matin que, pendant son sommeil, son âme planait au-dessus de son corps qu'elle regardait dormir. C'est du délire. Elle prétend avoir vu un fantôme entrer dans sa chambre et avoir entendu le bruit que faisait le prétendu fantôme en touchant à son verre. »« C'est singulier, dit le docteur. Je ne savais pas madame de Saint-Méran sujette à ces hallucinations. »« C'est la première fois que je l'ai vue ainsi, dit Valentine. Et ce matin, elle m'a fait grand-peur. Je l'ai crue folle. Et mon père... Certes, monsieur d'Avrigny, vous connaissez mon père pour un esprit sérieux. Eh bien, mon père lui-même a paru fort impressionné. »« Nous allons voir, dit monsieur d'Avrigny. Ce que vous me dites là me semble étrange. » Le notaire descendait. On vint prévenir Valentine que sa grand-mère était seule. « Montez, dit-elle au docteur. »« Et vous ?»« Oh, moi, je n'ose. Elle m'avait défendu de vous envoyer chercher. Puis, comme vous le dites, moi-même, je suis agitée, fiévreuse, mal disposée. Je vais faire un tour au jardin pour me remettre. » Le docteur serra la main à Valentine, et tandis qu'il montait chez sa grand-mère, la jeune fille descendit le perron. Nous n'avons pas besoin de dire quelle portion du jardin était la promenade favorite de Valentine. Après avoir fait 2 ou 3 tours dans le parterre qui entourait la maison, après avoir cueilli une rose pour mettre à sa ceinture ou dans ses cheveux, elle s'enfonçait sous l'allée sombre qui conduisait au banc, puis du banc, elle allait à la grille. Cette fois, Valentine fit selon son habitude 2 ou 3 tours au milieu de ses fleurs, mais sans en cueillir. Le deuil de son cœur, qui n'avait pas encore eu le temps de s'étendre sur sa personne, repoussait ce simple ornement, puis elle s'achemina vers son allée. À mesure qu'elle avançait, il lui semblait entendre une voix qui prononçait son nom. Elle s'arrêta, étonnée. Alors, cette voix arriva plus distincte à son oreille, et elle reconnut la voix de Maximilien.